Ce que l'on voit actuellement dans les actualités à propos de la Syrie n'est que la fumée d'un brasier bien plus vaste. Le Pentagone vient de lancer l'opération Caco Strike, pure vengeance. 70 cibles de l'État islamique ont été rayées de la carte après la mort de 3 Américains à Palmyre, le 13 décembre dernier. Mais il faut comprendre une chose dans la réalité, c'est que l'État islamique appartient au passé. Le Pentagone utilise un marteau pour écraser une mouche, alors qu'ici en Israël, nous utilisons le scalpel en plein cœur de la bête. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que le monde ignore, la vérité derrière les aveux qu'Israël vient de rendre publics. Nous parlons d'opérations israéliennes menant des actions sur le sol syrien, dans des zones où personne n'était censé pouvoir entrer. Et un commandant du Hezbollah qui a tout avoué, absolument tout, sur un plan naval qui visait à étouffer Israël. Et si vous croyez que seul le Moyen-Orient est concerné, sachez que le gouvernement taïwanais a discrètement envoyé son ministre des Affaires étrangères à Jérusalem. Il y a un fil conducteur entre les missiles du désert syrien, les navires chinois et bien sûr ce qui inquiète actuellement avec les missiles en Iran. Commençons par la Syrie. Le 13 décembre dernier, une patrouille de la coalition dirigée par les États-Unis a été attaquée dans le centre de la Syrie. La Syrie, une zone qui, depuis des années, sert de refuge naturel aux cellules de Daesh. L'attaque a été menée par un infiltré lié à l'État islamique et s'est soldée par la mort de 3 citoyens américains, 2 soldats de la garde nationale de l'armée américaine et un interprète civil qui travaillait avec la coalition. Cet événement a été le point de rupture 6 jours plus tard, c'est-à-dire il y a 2 jours, le Pentagone a lancé une opération sans précédent. Ce n'était pas une réponse symbolique, c'était une opération aérienne de grande envergure, conçue pour punir et démanteler, pas pour avertir. Au cours de cette opération, plus de 100 munitions guidées de précision ont été lancées contre environ 70 cibles différentes de Daesh, réparties sur une vaste bande du territoire syrien. De Homs, en passant par Palmyre jusqu'aux zones proches de Deir ez-Zor et Raqqa, des chasseurs F-15, des avions A-10 Bartok les célèbres Thunderbolt, 2 des hélicoptères Apache et des systèmes d'artillerie de précision HIMARS ont participé. Voici un détail clé qui en dit long lorsque les célèbres A-10 américains apparaissent. Ce n'est pas pour montrer une présence, c'est parce qu'il y a des positions fortifiées. Je parle de bunkers, de véhicules et de structures donc il faut détruire de manière chirurgicale, de façon décisive. Maintenant, beaucoup de gens se demandent, Israël a-t-il participé directement à ces attaques ? Eh bien, la réponse courte est non, du moins en ce qui concerne les bombardements, mais la réponse complète est bien plus intéressante. Israël a été informé avant l'opération dans le cadre du mécanisme de déconfliction aérienne en Syrie. C'est un protocole standard. Mais en même temps, Israël menait ses propres opérations dans le sud de la Syrie, en particulier dans la région de Koweït, très près du plateau du Golan israélien. Pendant que les États-Unis frappaient Daesh dans le désert, les forces de défense israéliennes menaient des incursions terrestres, établissaient donc des points de contrôle temporaires et arrêtaient des agents liés aux milices pro-iraniennes. 2 fronts distincts en même temps, un message clair, il n'y a pas d'espace vide. Voici une information pertinente. Cette opération américaine a été menée avec l'aval du nouveau gouvernement syrien. Après la chute de Bachar el-Assad en 2024, Damas soutenait publiquement les attaques, ce qui aurait été impensable il y a à peine 2 ans. Cependant, tout le monde se méfie beaucoup de ce que Gulenino pourrait faire en ce moment même en Syrie. Quant à l'État islamique, il est toujours actif bien sûr, mais il n'opère plus dans un vide, et cela change évidemment toutes les conditions sur le terrain. Ce n'est un secret pour personne qu'il semble renaître comme une FNX, mais évidemment, ce n'est plus ce que c'était avant. Pendant ce temps, et c'est essentiel, la tension en Israël se concentre sur un autre front, bien plus dangereux, du moins à long terme ou même à court terme. Eh bien, c'est justement ça le point.
Il s'agit de l'Iran. Après la soi-disant guerre des 12 jours en juin 2025, beaucoup pensaient que l'Iran avait été gravement affaibli. La réalité est c'est un peu plus complexe. Au cours des dernières semaines, différentes sources de renseignements ont commencé à avertir d'un rythme accéléré de reconstruction de l'arsenal de missiles iranien. Cela a même été évoqué dans les médias américains et dans certains médias occidentaux. D'un chiffre impressionnant de 3000 missiles par mois, c'est la capacité que l'Iran aurait actuellement de produire des missiles. Ce chiffre présenté ainsi n'est pas réaliste. En Israël, qu'en pense-t-on ? Eh bien, les rapports des services de renseignement qui sont partagés sont un peu plus réalistes. Les évaluations les plus sérieuses indiquent que l'Iran pourrait produire environ 300 missiles par mois, ce qui est plus mesuré, mais en réalité cela reste très alarmant. Pour mettre les choses en contexte, avant juin 2025, avant la guerre des 12 jours, l'Iran produisait entre 50 et 100 missiles par mois, donc passer à 300 c'est énorme. Mais il y a un détail technique qui change toute l'analyse. Pendant les attaques de juin, Israël et les États-Unis ont détruit des installations critiques. Parmi elles, les fameuses mélangeuses industrielles, essentielles pour les missiles à propergol solide, qui faisaient partie de la toute dernière technologie iranienne. Cela a obligé l'Iran, dans de nombreux cas, à revenir aux missiles à propergol liquide dont ils ont besoin. Écoutez bien, ils nécessitent entre 20 et 40 minutes de préparation avant de pouvoir être lancés. Cela évidemment les rend beaucoup plus vulnérables aux attaques préventives de l'armée de l'air israélienne. Alors qu'auparavant, les autres Israéliens, ceux des missiles, pouvaient se préparer en quelques minutes, 2 ou 3 minutes, ceux-ci prennent 40 minutes. En d'autres termes, l'Iran peut produire plus de missiles, mais ils sont beaucoup plus lents, plus visibles et bien sûr plus fragiles face aux attaques israéliennes. Malgré tout, le nombre est important et c'est pourquoi le 29 décembre, le Premier ministre Benyamin Netanyahou rencontrera Donald Trump aux États-Unis. Le message israélien est clair. Si l'Iran atteint un certain volume de missiles opérationnels, la défense aérienne israélienne pourrait être saturée. Et c'est une ligne rouge qu'Israël ne peut pas permettre à l'Iran de franchir. Pour de nombreux analystes stratégiques et du renseignement ici en Israël, la question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle confrontation entre Israël et l'Iran, mais à quelle vitesse elle pourrait avoir lieu. En d'autres termes, la question n'est pas de savoir si c'est possible, mais quand cela arrivera. Et en parlant de menaces qui ne sont pas toujours visibles, nous devons maintenant nous diriger vers le nord, plus précisément vers la mer, et à une histoire qui semble tout droit sortie d'un film, bien sûr, comme il nous y a habitués. Il y a plusieurs mois, l'armée israélienne, pas récemment, Israël a capturé un haut commandant naval du Hezbollah. Une information que je vous ai aussi partagée sur la chaîne. Ce qui est nouveau, ce qui est pertinent et qui vient tout juste d'apparaître dans les médias israéliens, ce sont les interrogatoires qui ont été rendus publics. L'opération a eu lieu à Batron, dans le nord du Liban, à environ 140 km d'Israël, il y a seulement quelques mois. C'est une zone que le Hezbollah considérait à l'époque comme totalement sûre, et c'est précisément ce point de rupture qu'Israël recherchait. Des commandos du Shayet 13, l'unité navale d'élite israélienne, sont entrés par la mer avec des systèmes électroniques sophistiqués. Ils ont réussi à neutraliser aussi bien les radars de l'Organisation des Nations Unies que ceux du gouvernement libanais présents sur place. Ils ont brouillé les systèmes de surveillance, sont entrés dans une habitation civile et ont emmené leur cible sans tirer un seul coup de feu. La personne capturée était Imad Hamas, commandant supérieur de la branche navale du Hezbollah. Ce qu'Israël vient de rendre public en ce moment fait partie de ce que Hamas a commencé à avouer lors des différents interrogatoires. Il s'agit de l'existence et du fonctionnement de l'unité Sept 900 du Hezbollah, une unité secrète dédiée à la guerre maritime. Quel était son objectif ? Attaquer les plateformes gazières israéliennes, les navires commerciaux et les unités navales, tout en une seule vague, à la manière du 7 octobre. Le Hamas a révélé que le Hezbollah utilisait des instituts civils d'études maritimes comme couverture, qu'il s'entraînait en réalité avec des effectifs iraniens utilisant des missiles anti-navires avancés, et que le projet était supervisé directement par Hassan Nasrallah et Fouad Chourq.
Ce n'est pas seulement une information, c'est un message. Israël n'entre pas seulement où il veut, il voit aussi ce que le Hezbollah essaie de cacher. Et il est clair que ces détails qu'Israël a décidé de rendre publics n'ont pas pour but de révéler des informations confidentielles. Et je le dis parce que beaucoup de personnes m'écrivent dans les commentaires que je ne devrais pas donner autant d'informations ni révéler autant de choses pour eux. Selon les personnes qui écrivent sur ma chaîne « Informations classifiées », eh bien laissez-moi vous expliquer quelque chose. Toutes les informations que je donne sur cette chaîne ne sont pas des informations classifiées. Je ne révèle pas d'informations secrètes ni de secrets d'État. Si c'était le cas, je serais dans une prison israélienne et cette chaîne n'existerait pas. Les informations que je vous partage vous semblent sûrement révélatrices à beaucoup d'entre vous, mais l'une des nombreuses raisons est qu'en Occident, on parle peu ou pas du tout de ce genre de détails. Cependant, sachez que tout ce que je partage avec vous sur cette chaîne, c'est parce que le gouvernement ou l'armée israélienne le rendent eux-mêmes public. Justement pour que cela soit diffusé, pourquoi ? Eh bien, justement parce qu'ils veulent l'exposer. Ils veulent que le monde sache de quoi Israël est capable, et pas seulement le monde, mais aussi leurs propres ennemis. Ils veulent que les ennemis voient la portée de l'intelligence israélienne et qu'ils y réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre aux intérêts de l'État juif. Une autre raison est justement de mettre en évidence les vulnérabilités de l'ennemi, un peu comme les tourner en ridicule. Donc si vous faites partie de ceux qui pensent qu'est-ce que je révèle trop de détails sur cette chaîne, rassurez-vous. Je n'ai pas d'informations ultra secrètes. Les informations que je partage avec vous sont celles qui se trouvent ici dans les médias israéliens. Et il est évidemment très difficile pour une personne, en Occident, dans les pays d'Amérique latine, d'accéder à ce type d'informations. Bien, cela étant dit, passons à l'Asie, tout près d'Israël, plus précisément à un autre point de la planète qui entre dans une phase critique. Taïwan, le scoop. François Wu, vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a effectué ce mois-ci une visite ultra secrète en Israël. Pourquoi tant de mystère ? Parce que la Chine était furieuse. Pékin a déjà lancé son plus grand avertissement naval, encerclant l'île avec des navires et des avions. Et elle ne veut que personne n'aide ce qu'ils appellent les forces séparatistes. Mais Taïwan a déjà décidé. Avez-vous vu comment le dôme de fer et les systèmes Arrow d'Israël protègent le ciel israélien de la pluie de missiles ennemis ? C'est pourquoi ils sont ici en train de travailler sur leur propre système, le T-DOM, et c'est important. Dans ce contexte, les États-Unis viennent de leur accorder 11,1 milliards de dollars en armes. C'est le plus gros chèque de l'histoire. Pour Taïwan, l'aide militaire inclut également 82 systèmes HIMARS 420, missiles ATAMS, de l'artillerie lourde et des drones avancés. Il y a quelque chose de clair là-dedans. Taïwan ne veut pas seulement les armes des États-Unis, il veut la doctrine d'Israël. Ils veulent apprendre comment une nation aussi petite, entourée de tant d'ennemis, peut non seulement survivre, mais aussi capturer des commandants au cœur du territoire. Le président de Taïwan, Lai Ching-te, l'a dit clairement. Nous avons besoin de l'esprit de David contre Goliath. Et le David du XXIe siècle s'appelle Israël, ce sont ces mots, une allégorie qui rend hommage aux efforts d'Israël pour se défendre contre les 14 nations arabes qui l'entourent. Ensemble, elles représentent à peu près un territoire aussi vaste que celui de l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada réunis. Cependant, cela ne leur suffit pas. Ils rêvent et convoitent ce petit territoire comparé à ce qu'ils possèdent, qui s'appelle Israël. Il n'est pas plus grand que l'État de New York. Il est plus petit que 47 des 50 États des États-Unis. Mais malgré tout, ils le désirent, et dans leur désir. Il est clair que le peuple juif ne fait pas partie de leur plan lorsqu'ils scandent « du fleuve à la mer », quelque chose que vous avez sûrement entendu lors de manifestations sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ils le revendiquent de tout le territoire d'Israël, pas une partie, tout. C'est pourquoi, pour les ambitions de l'Iran et de ses alliés, une solution à 2 États n'est pas une solution pour eux. La véritable solution pour eux, c'est d'éliminer le peuple juif. Et ainsi ce petit territoire, du fleuve jusqu'à la mer, serait leur précieuse victoire. Cependant, comme le reconnaît le président de Taïwan, tant qu'Israël gardera dans son cœur le courage et la ruse de David,
Les plans des ennemis seront contrecarrés encore et encore. Cependant, il ne s'agit pas vraiment d'avoir seulement le cœur tenace de David. En réalité, ce qui soutient Israël, c'est sa foi, qui reconnaît que celui qui a combattu aux côtés de David un jour aussi. Aujourd'hui, il nous précède. La foi en celui qui combat nos batailles, en celui qui nous défend du redoutable Goliath. Ne partez pas sans laisser un like, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve dans une autre vidéo.